Général Chauvency, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation donc, pour SOS Mer, cette association de fait qui a pour but de réunir plusieurs experts et donner des grilles de lecture utiles à la sensibilisation des populations pour les mairies, pour les élus, et ceci dans le but de renforcer, voire réformer, petit lapsus, la France en termes de sécurité civile. La loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile nous y oblige. Et donc, c'est en ça que SOS Mer essaie de donner le plus de grilles de lecture à l'actualité afin de permettre de se faire sa propre opinion et de prendre les mesures nécessaires parfois. Depuis le 16 mars 2020, en général, nous sommes en guerre. Mais on ne nous a pas dit quel type de guerre. On sait qu'il y a un virus qui affaiblit la France en ce moment et bien d'autres pays, mais il existe plein de types de guerres. Et vous, je vais vous laisser vous présenter, vous êtes un expert en guerre psychologique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire plus? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je suis en deuxième section, ce qui fait que je ne suis plus en activité depuis quelques années. Et surtout, ma caractéristique pendant, je dirais, en gros, 10 ans de ma carrière militaire, à mon grade inférieur ou subordonné de colonel, avant de partir général, a été d'être dans un centre de doctrine interarmée, donc terre, air, mer, gendarmerie. Et ma spécialité, entre guillemets, était de créer, de rédiger les modes d'emploi de tout ce qui touche à l'influence. Dans l'influence, c'est bien entendu travailler les opinions, travailler les perceptions surtout. Et dans ce cadre de réflexion qui a été très ardu au sein des armées, puisque nous avons toujours cette réminiscence de la guerre d'Algérie, avec ce terme que vous avez utilisé de guerre psychologique, qui ne passe pas depuis des années au sein des armées françaises, mais aussi étrangères, sauf en anglais. En anglais, on peut parler de psychological operations. Les Américains l'ont mis en œuvre, les Britanniques aussi, et l'OTAN, bien entendu. Et dans le cadre de l'OTAN, j'avais cette mission-là de rédiger ces documents dans la dimension française, mais en accord avec la réflexion otanienne qui s'est faite collectivement pour essayer d'avoir ce mode d'action, car on s'est bien rendu compte depuis la guerre contre l'islamisme radical, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date quand même au moins depuis l'Afghanistan, qui est face à nous, nous avons des personnes, des combattants ennemis, qui sont capables d'influencer les populations, que ce soit dans leur environnement local, c'est-à-dire en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, et qu'ils ont aussi le moyen, par les moyens techniques qui existent, réseaux sociaux, création de réseaux de propagande, d'influencer nos propres opinions sur le sens de la guerre que nous pouvons mener contre eux. Voilà. Donc, il s'agissait de donner des outils pour nous au niveau militaire pour travailler sur ce que nous appelons, nous, non pas la guerre psychologique, qui est un terme de la guerre d'Algérie, mais sur les perceptions. Car aujourd'hui, et le maire doit bien en être conscient, tout est une question de perception. Quand on donne un message, c'est une interprétation d'un fait. Et nous voyons bien tous les jours, quel que soit le sujet, qu'un fait est travaillé, manipulé, interprété, et on travaille sur votre ressenti. Qu'est-ce que vous en savez, comment vous ressentez telle ou telle chose, tel ou tel message. Et là, vous avez tous les acteurs, les agents d'influence qui travaillent sur ce message pour vous faire accepter quelque chose, pour dénaturer le fait, pour vous faire prendre position. Voilà, c'était le travail de notre centre de doctrine interarmée, de proposer d'abord le pourquoi de ce mode d'action et le comment. Et on en a créé une unité spécialisée, d'ailleurs à Lyon, en 2012, suite à mes propositions. D'accord. Alors, comment elle se mène cette guerre psychologique et quelles sont ses conséquences? C'est-à-dire que pour cibler un peu plus le propos, aujourd'hui, on nous annonce être donc victime d'un virus. On ne sait pas si ce virus est d'ordre naturel, si effectivement c'est une évolution naturelle, ou est-ce qu'il s'est libéré, par exemple, des glaciers qui fondent? Ça, des professeurs nous alertent là-dessus. Ou est-ce qu'il est d'ordre beaucoup plus trafiqué, bactériologiquement parlant, pour être une arme
Et auquel cas, c'est difficile, sans qu'on ait déterminé d'ennemis qui bricoleraient ce type de virus, de contre-attaquer. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Comment se mène donc une guerre psychologique et quels sont les effets aussi? Moi, je ne vais pas aborder ce terme de guerre psychologique. Je vais être beaucoup plus transparent sur ces questions-là. Qui dit guerre psychologique dit manipulation. Nous sommes en démocratie, et en démocratie, il y a des règles qui n'ont rien à voir d'ailleurs forcément avec la guerre que nous pourrions mener sous une forme ou contre un ennemi quelconque. Et l'exemple que vous citez est très significatif. Toutes les hypothèses sont sorties sur l'origine de ce coronavirus, y compris quand même le virus chinois, ne l'oublions pas quand même, qu'il a été libéré volontairement ou involontairement. Personnellement, je ne crois pas que ça ait été volontaire. Je dis simplement que peut-être entre les questions de marché d'animaux d'un côté en Chine, à Wuhan, ou bien d'un laboratoire P4 que nous aurions installé, que nous avons installé, qui aurait peut-être laissé échapper un virus sur lequel les Chinois travaillaient, qui sont quand même des hypothèses pas totalement stupides, je dirais que comme on ne connaît pas la cause, que c'est qu'une maladie, même si on utilise le mot guerre, et je reviendrai sur le mot guerre en termes de guerre psychologique, si je peux me permettre, ou d'action sur les perceptions, il faut aborder les choses différemment. En démocratie, il faut dire la vérité. Et quand on ne sait pas, il faut le dire. Voilà, je ne connais pas la cause de ce virus. Ça fait partie de la première, je dirais, ligne de conduite qu'on doit avoir en démocratie pour expliquer les choses à son opinion publique. En fait, c'est ça la cible. Expliquer d'abord à son opinion publique. Quand vous parlez de guerre psychologique, ça veut dire qu'on fait la guerre à quelqu'un ou à quelque chose. Ou un Le mot peuple. guerre, oui, ou à un peuple. Mais le mot guerre est quand même aujourd'hui devenu un petit peu utilisé à n'importe quoi. C'est un mot très facile. Le mot guerre veut dire, oui, on identifie bien l'ennemi et on va le combattre. Je ne suis pas trop de démocratie capable de combattre qui que ce soit aujourd'hui ou quoi que ce soit. Nous sommes avec des démocraties très molles, qui aiment bien faire la morale au monde, qui aiment bien dire « il n'y a qu'à faucon », il aurait fallu que, et en plus je n'appliquerai pas la loi si je devais prendre des exemples assez récents sur le coronavirus. Hein, et il faut expliquer aux gens que quand on est en guerre, avec le mot entre guillemets cette fois-ci, c'est qu'on a identifié une menace, qui n'est déjà pas tout à fait pareil, que cette menace, il faut y faire face et qu'on va mobiliser tous nos moyens. C'est ça le mot guerre, c'est mobiliser tous ces moyens pour gagner. Là, on veut gagner contre le virus. Donc, le mot guerre qu'a utilisé le président Macron, pour moi, était significatif en tant que militaire. Ça voulait dire se mobiliser. Et ça veut dire se mobiliser, y compris par la loi, comme en temps de guerre, où on impose des restrictions aux libertés, on impose aux opinions publiques, peut-être pas la censure, parce que je pense qu'il n'y a pas une censure, peut-être qu'il aurait fallu une en temps de guerre, il y a une censure. On ne l'a peut-être pas faite, on aurait peut-être dû, parce que quand j'entends ce genre de choses, sans être un expert, je dis quand même qu'il y a des gens qui manipulent l'opinion par les médias, par les réseaux sociaux, et que donc il faut avoir une attitude raisonnée. Le mot guerre signifie qu'on restreint un certain nombre de libertés pour gagner contre la menace identifiée. Et le mot guerre, c'est ça, c'est se mobiliser avec tous les moyens qu'on a de disposition, y compris par la sémantique et les mots qu'on utilise. Et je pense que le président Macron a largement réfléchi avec ses conseillers sur l'utilisation du mot guerre, au lieu de dire il y a un risque, il y a une maladie, une épidémie. Le mot guerre voulait dire nous sommes pris à la gorge, on sait que nous avons des moyens mesurés, on sait bien depuis que c'était vrai, il faut y répondre avec les moyens qu'on a, avec les éléments qu'on connaît et on ne connaît pas tout, et donc agir. Et le mot guerre, c'est ça. Et à partir de cela, vous pouvez dire action sur les perceptions. Il faut bien faire comprendre aux gens, attendez, vous allez percevoir une menace. C'est la perception. Le Covid, quand on regarde bien, c'est une perception entre les gens qui sont malades et pas malades, les gens qui sont porteurs, pas porteurs. On ne sait pas très bien finalement où est cette menace. Elle est globale, elle est un peu indiscernable. Et pour pallier, je dirais, nos insuffisances en termes de renseignement, pour prendre un terme militaire, nous avons une insuffisance en renseignement naturelle, et ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Eh bien, on pallie ces défaillances du mieux que l'on peut en fonction des éléments qu'on a. Voilà. Donc là, je crois qu'on répond, ça c'est pas de la guerre psychologique, c'est de l'action sur la perception, et là on est bien, puisque l'ennemi, on ne pourra pas le convaincre qu'il a tort. C'est ça aussi la guerre psychologique, c'est convaincre l'ennemi qu'il a tort. Bon, le virus, vous n'allez pas le convaincre. Le virus, il est là. Voilà. Donc il faut plutôt convaincre nos opinions publiques, nos citoyens, qu'il a des mesures à prendre. Nous pourrions être tout à fait d'accord, je pense, sur le fait que la communication gouvernementale n'a pas été à la hauteur. S'ils avaient vraiment pris ça comme une guerre,
peut-être qu'ils auraient fait un plan d'opération en termes d'influence. Peut-être qu'ils auraient convoqué, ils l'ont peut-être fait, les rédacteurs en chef des différents médias. Peut-être qu'ils auraient sollicité un certain nombre de blogueurs en leur expliquant les choses, en disant voilà, la situation est celle-là. Moi, je l'ai vécu pendant la guerre du Golfe. Il n'y avait pas d'autant de moyens techniques, mais l'ennemi était identifié et la communication était organisée, même si elle a été découverte en marchant. On ne savait plus faire la guerre, y compris par l'influence. On l'a faite. On était en relation avec les gens, on les convoquait, les journalistes, on leur expliquait. Il faut bien dire attention, ne commencez pas à dire n'importe quoi compte tenu des enjeux. Et ben, je crois que la Covid a montré qu'on était dans la même situation, sauf que c'est une pandémie et que l'ennemi n'est pas connu. Il ne peut pas être qualifié d'ennemi en tant que tel. Par contre, il faut convaincre nos opinions publiques qu'il y a des choses à faire pour leur bien, pour le bien de tous, que les inconsciences doivent être mises de côté. Malheureusement, nous avons peu d'éléments concrets. Et quand on voit le discours des uns ou des autres aujourd'hui, on voit bien que quand on a un manque de renseignements sur l'ennemi ou sur la menace, ben le discours il est imparfait. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui sur les territoires, c'est quand même des gens qui ne comprennent plus les discours. Et donc, ça participe d'un affaiblissement des populations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais provoquer cet entretien avec vous. Parce que ça ressemble, si on regarde un peu la définition de guerre psychologique, aux stratégies d'affaiblissement. C'est-à-dire ces gens qui sont perdus, qui perdent confiance. Ça a même des dommages, ça entraîne des dommages physiques, psychologiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui tombent en dépression parce que comme il n'y a pas d'ennemi désigné, excepté un non-humain, un virus, hein, typiquement, on ne sait pas contre qui on va pouvoir combattre, hein, puisque si effectivement ce virus est d'origine complètement naturelle, bon, d'accord. Si c'est des auteurs de la création d'une arme chimique, un virus, effectivement, il serait peut-être temps de savoir s'il y a une enquête sur ces auteurs. Et pour empêcher qu'une nouvelle fois, je ne sais pas, dans une année ou dans 2 ans, on ait de nouveau une pandémie mondiale. Bref, et donc, comme la population sur les territoires n'a pas de visibilité, eh ben, on sent bien qu'il y a une sorte de flottement qui est inquiétant. Et ce flottement est inquiétant à 2 titres, parce qu'il est inquiétant psychologiquement. On commence à perdre de la cohésion nationale. Il y a des divisions incroyables. On le sent sur les réseaux sociaux. Il y a des positionnements qui sont de plus en plus marqués. Et puis, il y a aussi la problématique de la crise économique qui arrive, parce que à chaque fois qu'on ne sait pas trop gérer, où on voit la vue avec cette crise, il y a des entreprises qui se ferment. Moi-même, j'ai perdu mon travail en juin 2011, hein, donc je suis une victime économique de la Covid. Donc, on voit bien que là, il est temps de pouvoir se renforcer. Alors, au regard de vos expériences, vous, comment les élus, depuis leur territoire, pourraient déjà donner des signaux et remonter de l'information, puisque de ce que j'ai compris, on a un défaut de renseignement, enfin un manque de renseignement. Donc, faire remonter de l'information pour que cette information, à moyen terme, puisse servir. Je vous laisse réagir là-dessus. Alors bon, d'abord, c'est vrai que vous remettez ça à un niveau tout à fait de l'humain. Vous mettez ça au niveau de l'humain. Et puis, finalement, des relations sociales au niveau local. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi membre d'une association de sécurité civile auprès du préfet de l'Essonne. Bon, déjà. Ensuite, je suis conseiller municipal depuis les dernières élections dans ma commune. Bravo. Donc, ça m'oblige à... Merci. Bon, je suis dans l'opposition, donc pas beaucoup de pouvoir. Bon, peu importe. Hein, mais c'est se rendre compte des problèmes des gens au plus près, hein, que ce soit au niveau du département ou au niveau de la commune. Voilà, ça, je vais être un peu le cas dans lequel je vais répondre. Pour cela, plus mes expériences passées en opération d'influence, aussi bien sur le terrain qu'en doctrine, je dirais que face à ce qui nous arrive aujourd'hui, moi je suis très organisationnel. Moi je suis pour organiser les structures. L'État a été défaillant. Ses fonctionnaires ont été défaillants au niveau national, quoi qu'on puisse en dire. Ils ont été défaillants. J'ai relevé pas mal d'éléments depuis des mois. J'ai écrit un certain nombre de papiers. Je regrette, l'État n'a pas été à la hauteur, avec des personnes qui ne se sont pas remises en question depuis des années et qui bénéficient, puisque vous avez perdu votre emploi, de cela, ils bénéficient de la sécurité de l'emploi.
J'estime que dans la fonction publique, il faut rappeler aux fonctionnaires qui servent l'État qu'ils ont une mission, et une mission, je ne dis pas un boulot, une mission qui est de servir leurs concitoyens. Je ne suis pas certain que tous les fonctionnaires de l'État, et ça n'engage que moi, mais quand même j'ai quelques témoignages, ont fait tout ce qu'il fallait pour assurer leur mission, peut-être même y compris au risque de leur vie. Je ne parle pas du service hospitalier, mais par accoutumance, ils ont assumé. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres fonctionnaires, à mon avis, qui auraient dû faire quelque chose et qui n'ont pas été à la hauteur, y compris par les hauts fonctionnaires qui n'ont pas organisé la menace. Je rappellerai quand même que la Covid, dont on a parlé depuis tout à l'heure, était quand même une menace sous un autre nom, on parlait de pandémie, prévue quand même depuis le livre blanc sur la défense et la sécurité de 2008. Hein, donc vous en avez 3 pages. En 2013, un nouveau livre blanc, on passe à une demi-page. Et quand vous parlez de pandémie dans la revue stratégique de octobre-novembre 2017, donc à chaque fois où on change de gouvernement, hein, je vous fais remarquer, le président de la République, c'était à quelques lignes. Donc vous voyez une dégradation finalement de la prise de conscience, entre guillemets, de l'administration, parce que c'est l'administration qui quand même apporte, hein, ce n'est pas la défense, ce n'est pas les armées, hein, c'est l'ensemble des ministères qui font des propositions. Donc, un désengagement de l'État face à une pandémie, on dit, oh, bon, après tout, on se débrouillera. En gros, je te résume. Résultat, aujourd'hui, tout le monde doit se débrouiller, alors que l'État reçoit nos impôts pour justement faire face. Ça n'a pas été à la hauteur. Ça, je vais faire un statement, comme on dit en anglais, hein, pour commencer. Ensuite, au niveau départemental et communal. Là, je vais aller sur l'organisation, parce que comme l'organisation nationale est défaillante, où se trouve l'organisation qui peut répondre? Et je vais répondre à votre question sur le maire. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, face à une crise comme ça, en termes de communication et influence, je mets les deux termes ensemble, il faut informer, d'abord, former ses propres fonctionnaires territoriaux, déjà, les mobiliser. Hein, je ne sais pas si ça a été fait correctement partout, mais ce n'est pas évident, je l'admets, ça dépend de la taille de la commune, tout ça. Mais déjà, je dirais, premier mode d'action, expliquer aux gens ce qui se passe. Ensuite, il faut acquérir l'information. L'information, au niveau d'une commune, ça allait vers le département. Nous, on travaille avec le bureau défense et sécurité civile de l'Essonne. Il y a une équipe de fonctionnaires très motivés, là, qui sont réceptifs, même s'ils estiment qu'ils ne sont pas assez nombreux, ce que je crois volontiers, face à une crise, on n'est jamais assez nombreux, mais qui sont là aussi pour recueillir l'information et la rediffuser vers les communes. Donc déjà, créer un lien de communication, car qui dit communication dit influence. Parce qu'on peut expliquer aux gens, parce qu'on a des éléments crédibles. Moi, j'étais très surpris, il y a 2 mois et demi, quand je rencontre le maire, je lui demande, alors on a combien de Covid dans la commune? Ah ben, je ne sais pas. Bon, et après, c'est la rumeur. C'est tel parent d'élève qui dit j'ai une Covid dans la classe ou telle autre personne. Là, il y a un problème. Je dis que déjà, si on veut éviter de rentrer en guerre psychologique, si on veut lutter contre le stress, sinon même contre la dépression, il faut informer les gens à partir des sources qu'on a acquises. Et toute action d'influence ou de communication doit commencer par effectivement la mise en place d'une structure qui va recueillir l'information où elle est, l'adapter au terrain et après la rediffuser. Au niveau d'une commune, pas forcément au niveau du département parce que c'est un travail un peu vaste, au niveau de la commune qui me semble essentiel, c'est déjà, après avoir travaillé l'information, on a tous les supports pour diffuser. On a des panneaux luminescents, on peut faire des tracts, on peut faire des faits d'information, on peut faire une séance d'information en respectant les barrières de sécurité, les gestes barrières au niveau de la commune. Voilà. Quand on explique déjà aux gens, ça va déjà un peu mieux. On dit voilà, la Covid, c'est ça, voilà où on en est, voilà ce qu'on sait. Et je crois que vous parliez de dépression, vous parliez finalement d'instabilité émotionnelle des gens indirectement. Ben, je pense que déjà on les rassure un petit peu, d'abord parce qu'ils voient quoi? C'est ça aussi l'influence. Nous avons une équipe qui veille. Voilà. On a une équipe qui explique. Une équipe qu'on peut croire. Parce que j'ai dit à un moment, je crois au début de notre intervention, le mot crédibilité. Je ne suis pas certain, il me semble. Si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Il faut être crédible. On est crédible quand on donne de l'information vérifiée et qui finalement, comme elle est vérifiable aussi, le citoyen y croit. Il dit, bon, très bien, le maire ou son équipe, ils ont fait le job, ils ont ce type d'information, je la reçois et je m'adapte. Voilà. Alors, je ne travaille que sur la perception. La perception, c'est dire, oui, il y a des gens qui traitent le sujet.
Je rappellerai quand même que ce soit des élus ou des fonctionnaires, quel que soit le niveau, c'est des responsabilités où on travaille pour les autres. Pour travailler pour les autres, il faut que les autres aient confiance en vous, en démocratie. D'abord, autrement, ils ne votent plus pour vous, ou alors ils ne vous écoutent plus. Hein. Donc, le but, c'est recréer le mot que je n'ai pas utilisé encore là, confiance. La confiance, c'est une partie de l'action sur la perception. C'est-à-dire en démocratie, hein, je ne parle pas dans le théâtre d'opération, c'est un autre sujet. Hein. La confiance, c'est, voilà, on me dit quelque chose, je peux y croire, on me le fait savoir, et puis ça, je dirais, c'est le b.a.-ba. Puis ensuite, il faut aller voir les gens. Il faut se déplacer. Il faut susciter les occasions, on va expliquer les choses. Éventuellement, on va contrer, et vous l'avez un peu évoqué, c'est vrai que je n'ai pas rebondi dessus, on va rebondir sur les gens qui font de la désinformation. La guerre psychologique, entre guillemets, ou l'action sur les perceptions, c'est aussi lutter contre la désinformation. Aujourd'hui, on est à l'époque des fake news. C'est tout. Ça, c'est une action de guerre psychologique, la fake news, aujourd'hui. Sauf que n'importe qui peut le faire. Ça ne veut pas dire forcément que ça soit organisé par un État. Non, aujourd'hui, n'importe quel individu un petit peu orienté, quel que soit son bord, peut utiliser la fake news. Et si c'est bien débrouillé avec ses réseaux sociaux, et même pas un blog aujourd'hui, avec ses réseaux sociaux, il peut créer une crise. Il suffit de regarder d'ailleurs tous les médias aujourd'hui qui se sont maintenant obligés, parce qu'ils ont été décrédibilisés, car ils ont quand même, pour moi, ils sont un peu manipulateurs de l'opinion en fonction de leur tendance politique, si je peux me permettre. Hein. Donc ces réseaux sociaux, maintenant, sont auscultés par les grandes chaînes de radio, les grandes chaînes de télé, et toutes les fake news sont midi et soir développées. Attendez, on a dit ça, on vérifie. Je crois que ça, c'est l'aspect final. Il faut vérifier toute information. Et une fois qu'on a vérifié l'information, la communiquer. Voilà. J'étais un peu long, mais je vous laisse parler maintenant. Non, mais alors, je rebondis là-dessus parce que la prochaine interview qui va, en fin de compte, reprendre des éléments de cette interview que nous menons là, cette prochaine interview, c'est avec une journaliste qui a travaillé justement sur les fake news. Et soyons prudents, fake news, ce n'est pas forcément un gogol qui est dans son coin en train de se faire des théories, c'est aussi des journalistes sous influence officiels qui font des fake news. Et c'est en ça qu'il faut absolument maintenant rappeler le devoir de vigilance. C'est presque une opportunité, cette Covid aujourd'hui, de remettre les choses à plat. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 journalistes du Monde qui ont fait un super ouvrage qui s'appelle « Les gardiens de la raison », qui explique à quel point maintenant certains lobbies manipulent l'information à travers des informations officielles, je reprends leur terme, distillées à des journalistes paresseux alors que ces informations sont tronquées. C'est les lobbies qui font les revues scientifiques, maintenant, c'est formidable. Et donc, les journalistes de médias de masse, dits mainstream, relayent parfois. Et puis, ces mêmes conflits d'intérêts vont parfois utiliser justement des trolls ou des gens qui aiment bien le complotisme pour alimenter aussi donc, une désinformation dans leur intérêt. Ces 2 journalistes, si ma mémoire est bonne, c'est Stéphane Herry et Stéphane Foucard. Et donc, je vous invite vraiment à prendre connaissance de leur travail parce que ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que ça remet à plat. Il ne faut plus croire sur parole, il faut vérifier. Et je pense que là, aujourd'hui, on a presque tous un devoir de revérifier en tant que citoyen parce qu'on est dans une période de flou. Et si on veut restructurer l'information, si on veut se renforcer, il va falloir vraiment prendre les chiffres, les sources, même si elles ne nous font pas plaisir, même si elles ne font pas plaisir ces sources et ils ne font pas plaisir ces chiffres, à notre envie de croire, parce qu'il y a des fois on a envie de croire que c'est ceci ou c'est cela. D'où cette interview ce matin. Où en est-on donc, est-ce que nous vivons, à votre avis, une pseudo-guerre psychologique avec justement toutes ces dépressions, ces journalistes sur les plateaux télé aujourd'hui qui commencent à péter des plombs par rapport aux informations gouvernementales ou dites officielles, parce que typiquement, a été repris l'information que les hôpitaux, depuis mars, n'ont pas vu leur capacité de lit augmenter. Au contraire, ça a été réduit, alors qu'on nous annonce une 2e vague. Donc, certains journalistes honnêtes, respectueux de la Charte de Munich, commencent à dire, mais, excusez-moi d'être vulgaire, c'est quoi ce bordel ? Donc, nos élus locaux, qui sont toujours dans une situation dégradée,
les plus impactés et c'est ceux à qui on pose le plus de questions quand tout va mal, peuvent aider, à votre avis, là-dessus, dans la Oui, restructuration? Comment on peut… oui. Alors bon, c'est, comment vous dire, euh, vous ne pourrez pas supprimer la désinformation, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Je prends un terme volontairement euh, globalisant. Hein. Vous ne pouvez pas l'éviter. Parce que même il y a des gens qui désinforment de bonne foi. D'ailleurs, ce sont les plus efficaces. Parce que pour leur donner la bonne information, pour qu'ils désinforment. C'est un peu quand même comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Maintenant, vous parlez de vérification de l'information. Je rappellerai quand même, c'est l'un des principes théoriques du journalisme. Charles Dominique. Voilà. Moi, j'ai fait le CELSA. Hein, donc, j'ai travaillé, j'ai appris ce nombre de choses. Je dis simplement que la base du travail du journaliste, ce n'est pas uniquement de trouver l'information, mais c'est de la vérifier. Dès lors que l'information circule par un journaliste et qu'elle est fausse, c'est qu'il ne l'a pas vérifiée ou effectivement, il a une action de désinformation. Ça me semble clair. Maintenant, il n'est pas forcément… J'ai travaillé dans un centre de rédaction, sous forme de stage, quand j'étais officier supérieur. Ça fait partie de ma scolarité, oserais-je dire. On a des scolarités. Hein. On est mis hors jeu militaire pendant 2 ans et on va dans le civil pour voir comment ça se passe. Ce qui nous permet quand même d'avoir une certaine opinion à peu près, pas forcément équilibrée, mais sur le fonctionnement des choses. Et en rédaction, quand même, vu la pléthore d'informations que nous avons aujourd'hui, et on ne peut pas tout vérifier, ça conduit quand même à recruter des journalistes. Si les journalistes qui sont quand même des entreprises, qui ont une masse salariale importante, qui ont besoin donc, même avec les aides de l'État, n'oublions pas, il y a beaucoup d'aides de l'État hein, pour que les journaux fonctionnent, les dernières viennent d'arriver, je crois, hein, on renforce la presse en quelque sorte, ou les médias en général, il faut quand même du personnel. Nous, en opération d'information, comme on les appelle sur les théâtres d'opération, nos équipes grossissent aujourd'hui. Parce que la guerre de l'information, pour prendre un terme peut-être plus adapté que la guerre psychologique, nous sommes dans la guerre de l'information, nous, maintenant 15 ans, la guerre de l'information impose des personnels, pas forcément des moyens. Parce que le mot moyen est un peu agaçant. C'est aussi une forme de guerre psychologique. Nous n'avons pas de moyens. Déjà que les gens bossent, déjà ça simplifierait peut-être pour la question des moyens. Donc déjà on bosse. Et quand on bosse sur quoi? D'abord sur l'intelligence des gens. La guerre de l'information impose que nous ayons des gens formés, alors là, oui, formation, des gens intelligents, c'est-à-dire qui ont une culture générale, qui leur permettent d'englober les sujets qu'on leur propose, quels qu'ils soient, et dire là ça colle pas. Or, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, quel que soit le milieu, beaucoup de nos concitoyens aient la culture générale suffisante pour faire ce tri dans l'information qu'on leur présente. Donc déjà, il faut un filtre quelque part avec des gens formés, je dis bien intelligents, hein, je ne suis pas dans la bien-pensance, les imbéciles n'ont pas leur place dans ce genre de truc. Et puis après, on leur donne des moyens il y a des moyens de logiciels et autres qui leur permettent de travailler. Il faut quand même des outils. Donc des outils, de l'intelligence, de la formation. Avec ça, on peut déjà commencer à répondre aux questions. Maintenant, vous avez parlé effectivement de ces gens qui croient finalement, qui veulent bien croire. Quand on s'abonne à un journal, c'est parce qu'on est un peu en accord avec lui. Donc, c'est un peu Fox News, hein, il renforce ce en quoi vous croyez déjà. Donc, la question, c'est comment inciter les gens à ne pas être dans leur petite zone de confort avec le média qui les satisfont bien ou le réseau social qui leur plaît bien, comment les obliger à penser différemment, hein, ou dire attention, peut-être que vous vous trompez. Mais ça, on est dans la liberté individuelle de croire ou de ne pas croire, de s'informer comme ceci ou pas comme cela. Donc, on revient sur l'élu dont vous avez parlé. L'élu est quand même, en principe, un élément modérateur, en principe, entre plusieurs tendances, puisque comme le président de la République, l'élu, à son niveau, je parle du maire, bien entendu, doit représenter toute la communauté. Donc, à lui de se mettre autour de lui les outils nécessaires, suffisants, humains, de telle façon qu'il ne peut pas tout faire, il soit bien informé. Vous avez parlé de l'affaire des lits. Moi, je n'ai pas de réponse sur la question. Je dis simplement, et c'est ce qu'on nous a appris, mais je crois que beaucoup de maires le font, il faut les vérifier sur place. On ne se contente pas de recevoir une dépêche d'agence, on ne se contente pas d'avoir un tweet, on ne se contente pas de la personne qu'on a rencontrée dans la rue, hein, qui va dire « Monsieur le maire, j'ai quelque chose à vous raconter ». Non, malheureusement, il faut y aller. Alors maintenant, vous allez me dire, le maire, ce n'est pas un métier.
Si c'était son métier, il irait. Et le maire, il est élu, il a peut-être un boulot, il n'a pas que ça à faire. Alors maintenant, il y a des conseillers, il a des premiers adjoints ou des adjoints. Donc, à lui, finalement, et je reviens sur le terme organisation que j'ai utilisé il y a une quinzaine de minutes, le mot organisation qui désigne un adjoint qui va lui rendre compte, pas le communicant fonctionnaire territorial. Hein. Je parle bien d'un adjoint qui a une responsabilité politique. Hein, au sein de la commune, il a été élu. Hein, c'est l'élu qui est responsable. Le fonctionnaire, il obéit. Hein, si je peux me permettre, il obéit aux élus. Hein. Ils ne savent pas toujours, hein, mais bon, peut-être faut le rappeler. Hein. Donc, cet élu désigné par le maire, formé, il ne fera pas que de la communication, il fera aussi de la communication d'influence. À ce titre-là, sa mission ne sera pas uniquement de transporter le communiqué qui va bien à tout le monde, ce sera de dire quels sont les effets que l'information qu'on va apporter aura sur notre population. Ensuite, en fonction de l'effet recherché, quel est l'outil que je vais utiliser pour le faire passer. Et puis peut-être en amont, que j'ai peut-être oublié quand même, il aura bien vérifié ce qu'on lui a apporté. Donc on est bien dans une communication, j'invente rien, hein, vous savez, mais c'est bien de le rappeler, c'est des outils de renforcement structurel. Voilà, moi je suis dans le bon sens, hein, et peut-être le mot que j'ai pas utilisé depuis tout à l'heure, en parlant de guerre psychologique, d'action sur la perception, il faut rester dans le bon sens, c'est-à-dire, et puis le sens qu'on donne à l'action que l'on mène. Si on veut informer les gens, c'est qu'on veut obtenir un effet, le mot que je viens d'utiliser plusieurs fois récemment, qui est pour nous important hein, dans les armées sur les théâtres d'opération. Quel est l'effet qu'on veut obtenir avec le message que l'on porte? Donc, quel est l'effet que le maire veut obtenir de sa population? On l'a dit, dans le cas de la Covid, c'est quoi? Que ce que j'apporte comme information à mes concitoyens ou à mes administrés, ils me croient. Déjà, me croire, crédibilité. Je pense que l'affaire de stress dont vous avez parlé, les difficultés d'incertitude, on ne les lèvera pas toutes, mais déjà qu'on se dit, on peut aller vers ces élus en disant, ah bah, s'il me dit ça, je peux lui faire confiance, je peux le croire. Confiance et crédibilité, à mon avis, sont deux éléments importants dans les actions sur les perceptions pour rassurer les faits, rassurer les gens. Autre effet, les informer. Et puis trois, peut-être prendre leur ressenti. Est-ce que le message que je leur ai apporté correspondait à ce qu'ils attendaient? Est-ce que j'ai bien répondu? Et s'ils ne répondent pas bien, s'ils ne réagissent pas bien, est-ce que je ne me suis pas trompé? Et peut-être qu'ils vont me ramener en feedback un certain nombre d'éléments. Et là, je vais dire à mon premier adjoint, ou à mon deuxième, qui est responsable de, bon, maintenant, il y a un truc, tu vas vérifier pour voir ce qui se passe. Parce que peut-être qu'on a raté quelque chose. Voilà. C'est très schématique ce que je vous dis. Hein. Et puis, il y a le problème de la commune. C'est facile à 5 000 habitants, ça va être autre chose à 600 000 ou à 1 million. Bon, maintenant, après, il faut que les structures s'adaptent. Mais on a des super structures, c'est-à-dire que là, je vais faire un clin d'œil à l'association Résilière qui travaille avec SOS Mer, qui nous a relevé l'intérêt des réserves communales de sécurité civile. C'est-à-dire que maintenant, au regard de la crise, et on ne sait pas combien de temps elle va durer, il faut peut-être mobiliser effectivement ces réserves communales de sécurité civile pour faire de la veille informative. Ce qui nous permettra d'avoir une vision d'influence. Je vous vois tiquer peut-être là-dessus. Je vous laisse réagir. J'arrive simplement, c'est que dans l'Essonne, dans le cadre, quand j'étais président de l'association des volontaires pour la sécurité civile et de défense, nous avons essayé de monter ces réserves communales de sécurité. Et j'ai vu les textes. Je suis désolé. Ça coûte un certain prix. Dans mon département, on en a 2 de réserves communales qui ont été créées, et ça dépend de la richesse de la mairie. Donc, on a Corbeil, je crois qu'on a Balancourt, peut-être Montlhéry. Par notre action à nous, de volontaires, hein, on est des bénévoles, et que soutenus par le préfet, on a essayé de susciter cela. Après, on revient bien au problème de financement, un truc tout bête, une question de financement. C'est-à-dire peut-être que la Covid va changer les choses. Et peut-être qu'on va dire, une fois que la crise est passée, on a autre chose à penser. Hein. Bon, ça, il y a d'autres priorités. Et on a proposé surtout, c'est un projet avec une doctrine qu'on a rédigée, qu'on avait présenté d'ailleurs au préfet, bon ça n'a pas abouti parce qu'il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés, d'avoir une réserve au niveau du département qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer financièrement et structurellement une réserve au niveau du département, mais on se dit bien que si, par exemple dans l'Essonne, on a 195 communes, comment peut-on demander à 195 communes de se créer une réserve communale? Les communes riches avec suffisamment de monde pourront peut-être y arriver, parce que c'est toujours du bénévolat au départ, hein, mais il y a des équipements à acheter, hein, de toute façon.
Après, cette réserve départementale mériterait, et puis il y a les problèmes politiques aussi, attention, les réserves communales obéissent au maire. Je me rappelle bien, une réserve départementale obéirait au préfet. Donc on revient dans la raison de l'État qui décide, et non pas, alors la Covid nous a montré peut-être que ce n'était pas le bon endroit. Bon, peu importe. Mais néanmoins, moi je crois volontiers que ce concept d'une réserve départementale et que nous on avait qualifié de réserve coordonnée par le préfet, c'est-à-dire qu'elle ne donnait pas d'ordre en tant que tel, sauf sur réquisition, aux réserves communales, était capable de les assembler pour, comme on dit en temps de guerre, concentrer les efforts. Ça ne sert à rien d'avoir 195 réserves communales dans un département. Il y en a quelques-unes, c'est bien, parce que ça dépend, je répète, de la richesse de la commune et de l'investissement du maire, mais que le préfet ait quand même la possibilité de faire appel en cas de besoin. Et je dirais que cette idée d'une réserve communale au niveau du département, sous la forme d'une coordination des réserves existantes, bien sûr, on pourrait réfléchir sur la notion de financement au niveau départemental, mais serait, à mon avis, un outil pour répondre à ce type de crise. On parle de pandémie aujourd'hui, mais ça se vérifie aussi pour les crues de la Seine, différentes inondations, une tempête qu'on a depuis 2 jours, pas trop chez nous, mais plutôt dans l'Ouest. Vous voyez, il y a un certain nombre de circonstances aujourd'hui où le changement climatique, la menace terroriste, les pandémies, je ne sais pas ce qu'on peut encore monter, qui sait, énergétique. Énergétique. On aura besoin de disposer de forces bénévoles, parce que ça coûte cher, des forces professionnelles. Et on voit bien que malgré les annonces, les embauches n'arrivent pas, que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans les armées. On ne fait que limiter la casse, parce que c'est un coût salarial. Bon, c'est comme ça. Maintenant, on se rend compte aussi qu'avec la Covid, il faut que le local soit impliqué. D'abord parce que le local sait, il connaît les problèmes. Il connaît les problèmes. Donc, il répondra mieux. C'est son terrain. Gagner une guerre, c'est connaître le terrain. Je vois mal, un préfet peut commencer à gagner le terrain, mais à connaître le terrain, et vu le peu de temps qu'il a, il n'y arrivera pas. Il fait que 2 ans en poste en plus, donc ça ne va pas arranger les choses. Ensuite, au niveau national, n'en parlons pas. Donc, on arrive au niveau local, où le maire doit se prendre en charge. Ils ne le font pas tous. Et je vous rappellerai, on n'a pas évoqué cela, parce que moi, je l'ai lancé dans ma commune, ça a l'air d'émerger enfin au bout de 3 ans, un plan de sauvegarde communale. On forme les maires à ça, et les élus, l'association, soutenu par le préfet. C'est un ordre du préfet, et nous, on est aux ordres du préfet, on n'est pas aux ordres des communes. Donc, les communes, voilà, on leur aide à faire ce plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde, la pandémie rentre dedans. L'inondation, ça, on trouve, là, les communes concernées le font, mais la pandémie, c'était lointain. Or, lors de la campagne électorale, on a quand même évoqué quand même qu'on n'avait pas de plan de sauvegarde et que face à une pandémie, peut-être ça aurait été utile d'avoir un plan qui intègre cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, les maires vont se sentir concernés pour dire, tiens, la pandémie risque quand même de revenir, vu les problèmes et la galère que nous avons subie depuis 6 mois, peut-être ça serait bien qu'on ait anticipé les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de crise? Voilà, moi j'estime que ce serait pas mal au niveau des maires de se lancer là-dedans. Voilà. Alors justement, où est-ce qu'on peut trouver on peut trouver donc ce fascicule que vous avez fait? La doctrine est dans mon ordinateur. D'accord, ok, mais elle n'est pas disponible sur le net parce qu'on pourrait la diffuser. Je crois qu'il y a un petit problème d'Internet. Ah, c'est bon. Oui, c'est revenu. Bon, ouais. Je suis désolé, ça avait coupé. Vous savez, entre la pandémie, la fracture numérique, même à 40 km de Paris, où on n'est pas capable de recevoir le Wi-Fi correctement ou d'avoir la liaison par le mobile téléphonique, je peux vous dire qu'on n'est plus à ça près. Parce que, oui, on n'est plus à ça près. Je ne vais pas commencer. Non, pour revenir à votre question sur le document, c'est un document qui mériterait d'être vu, mais c'est une base de travail. Mais il n'aura de poids que s'il est travaillé par des gens qui le portent. Moi, je me rends compte aujourd'hui que si un projet n'est pas porté par des politiques pour qu'il aboutisse,
ce n'est pas des gens comme moi qui le feront aboutir. Hein, parce qu'on est toujours dans des rivalités, des intérêts. Vous parlez de lobbying tout à l'heure. Ils sont aussi au petit niveau, les lobbying, ne l'oublions pas. Les intérêts particuliers existeront toujours. Et c'est pour ça que je me réfère facilement aux de préfets, qui sont des hauts commis, des grands serviteurs de l'État. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont toujours, une grande partie d'entre eux m'ont impressionné favorablement. Je ne les connaissais pas trop. Ils ont le sens de l'État. Et pour ça, moi, j'apprécie qu'actuellement, au niveau de la Covid, ce soit eux qui aient les responsabilités. Mais enfin, à force de leur en donner, je ne sais pas comment ils vont y arriver, des responsabilités, parce qu'ils en ont plein des responsabilités. Et ils n'ont pas forcément plus de personnel. Maintenant, il faut que le politique porte. Hein, et le politique local, par les associations des maires peut-être, devrait se préoccuper de ça. Et on pourrait poser la question, et c'est les chiffres que j'ai de mémoire, ça fait 2 ans que je n'ai pas trop suivi, hein, on avait un peu laissé tomber, les réserves communales dont on parlait il y a quelques instants. Les réserves communales, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est un beau projet prévu par le Code de la sécurité intérieure, me semble-t-il, qui n'a pas été prolongé parce que le maire a autre chose à faire. Oui, il est très pris, le maire. Le problème, c'est ça. Si la pandémie n'a pas appris au maire, quel qu'il soit, que des problèmes allaient arriver, il serait responsable s'il ne veut pas passer devant un tribunal. Il serait bien qu'il se mette les outils dans sa main, qu'il les forme, en s'appuyant sur des associations quand c'est possible, en s'appuyant aussi sur des fonctionnaires territoriaux qui doivent s'investir là-dedans, et il y en a qui le feraient très bien. Hein. Ça veut dire aussi avoir un peu de personnel, donner un peu de moyens. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit il y a quelques instants, nous sommes partis pour des crises multiples. Et des crises Exactement. Qui vont énerver les gens, qui vont les inquiéter et vont imposer à ceux qui ont des responsabilités de les prendre. Et s'ils n'ont pas anticipé, même si on ne peut pas tout anticiper, s'ils n'ont pas anticipé les crises en prévoyant les moyens, les organisations, la doctrine sert à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec quoi? C'est-à-dire, on va penser à ce qu'on allait faire avant de mettre des moyens. Les moyens, ça vient après. Hein. Les moyens, c'est voilà, moi je veux faire ça, et pour faire ça, l'effet que je veux obtenir, c'est ça, donc je me donne des moyens pour le faire. Et je peux justifier. Hein, ce n'est pas l'inverse, parce qu'aujourd'hui, on entend tous les jours, je veux des moyens. Il faut arrêter. Hein, parce qu'il y a suffisamment de gabégie en France pour se dire quand même que les moyens que l'on donne, on ne sait pas où ils passent. Hein, donc on inverse le problème. Qu'est-ce que je veux faire? Et une fois que je sais ce que je veux faire, je mets l'enveloppe des moyens, moyens humains, moyens techniques, moyens, bien sûr, en termes de finances. Et là, je crois qu'on peut commencer à travailler. Et puis mutualiser certainement. Mutualiser certainement. Il est certain que des communes qui veulent monter un PSC, par exemple, quand il y a 500 habitants, on ne voit pas trop l'intérêt. Donc, on est peut-être au niveau dans l'agglo, peut-être, c'est peut-être la meilleure des solutions, qui permet de dire, ben voilà, au niveau de l'agglo, même s'il y a quand même des problèmes politiques après, hein, d'où l'intérêt du préfet qui est capable de donner un ordre peut-être à nos réserves communales, au niveau de l'agglo. Hein, c'est ça aussi, n'oublions pas. Le problème de gouvernance tout le temps. Problème de gouvernance, et puis je résumerai par un autre mot, autorité. C'est qui commande? Mais là, je suis très militaire, je suis désolé. Allez, on va passer au deuxième volet. On a déjà 47 minutes de passé, donc très passionnant et merci. Justement, ça fait une bonne transition. Vous avez parlé des crises multiples. Et nous, à SOS Mer, on alerte là-dessus. Notamment, alors, la crise de l'énergie qui en ce moment se profile. Pourquoi? Parce que on parle de guerre, certes, de guerre psychologique, mais il existe aussi des vraies guerres géostratégiques, géoéconomiques, qui sont à l'œuvre en ce moment. Je vous ai vu réagir sur ce qui se passe en ce moment en Azerbaïdjan, un pays que je connais assez bien, en conflit avec l'Arménie, malheureusement. Il faut savoir que les Arméniens et les Azéris vivaient ensemble pendant longtemps, et ont vécu ensemble. Les Arméniens en Azerbaïdjan, il faut le rappeler, étaient hauts fonctionnaires, ils avaient beaucoup de postes clés. Et puis la géopolitique s'est mêlée de tout ça, et maintenant ils sont en conflit. Et donc, on voit bien qu'en ce moment, il se passe des choses ça s'est toujours passé, mais il y a des crises aujourd'hui autour du contrôle des réserves stratégiques de pétrole et de gaz. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde mondialisé et tout le monde a besoin de ce pétrole et ce gaz, notamment les grandes puissances, parce que leur capacité de défense dépendent aussi de ce gaz, de ce pétrole. Je fais cette introduction pour
rappeler qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde aux limites infinies. La croissance voudrait nous faire croire ça. La croissance économique voudrait faire croire que du pétrole, il y en a encore pour des milliers d'années, du gaz, il y en a encore pour des milliers d'années, alors que des officiels, maintenant, nous alertent là-dessus. L'Agence internationale de l'énergie nous dit non. Au bout d'un moment, on va avoir des pics de production. Patrick Pouyanné, qui est quand même bien placé pour parler de pétrole et de gaz, patron de Total, nous alertait en 2017 sur ces questions de pic énergétique et nous disait dans une déclaration au Monde qu'à partir de 2020, on commencerait à manquer de pétrole, progressivement. Alors plus ça décroît, plus les appétits augmentent, puisque comme on n'a pas inventé un monde sans pétrole, les grandes puissances se battent. Alors, aujourd'hui, on a un nouveau conflit en Azerbaïdjan avec l'Arménie, pays qui est situé en dessous de la Russie, l'Azerbaïdjan, au-dessus de l'Iran. À gauche, le voisin, c'est la Turquie, l'Arménie et la Géorgie. Et si on regarde un peu les tracés de pipeline et de gazoducs qui pourraient se faire dans la région, on voit bien qu'en ce moment, il se passe des choses, et notamment, j'en termine, il y a eu un accord signé récemment entre la Russie, la Chine et l'Iran, justement pour des questions d'accès à l'énergie, d'accords militaires entre ces grandes puissances. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que pour vous, on risque d'avoir assez rapidement, à cause de la géopolitique, des problèmes sur l'accès à l'énergie? Et comment les mairies, comment les communes pourraient, elles aussi, justement, faire attention à ça pour commencer à réformer leur territoire? Ça fait plein de questions, je suis désolé. Surtout que ça va du plus haut au plus bas échelon, sans jugement de valeur. Alors, votre analyse géopolitique dans un premier temps de la situation dans cette zone. Alors, je ne la partage pas totalement. Il y a eu une dépêche, un article dans Le Monde d'hier que j'ai lu mais rapidement. BP a annoncé qu'effectivement qu'on avait atteint le pic de production. Donc ça correspond à ce que vous avez dit il y a quelques instants, hein, et ce qu'a dit Total. Hein. Donc effectivement, le pétrole commence à se raréfier, enfin se raréfier relativement. Hein. Il y a quand même, je crois, 30 ou 40 ans encore. Et puis n'oublions pas un petit peu le pétrole de schiste aussi, hein, qui pose d'autres problèmes environnementaux. Donc aujourd'hui, il y a une urgence qui commence à arriver, c'est certain, mais je crois que beaucoup d'États en ont pris conscience. Mais je crois qu'il faut quand même bien prendre en considération, hormis les questions de dérèglement climatique et écologiste, hein, parce qu'on parle plutôt de CO2 hein, et de l'effet de serre, je dirais quand même que nous avons besoin d'énergie. Donc l'énergie, on va la chercher là où elle est. Et je vois mal les Français ne pas partir en week-end si on leur dit qu'il n'y a plus de pétrole. Hein. Donc, je suis un peu sec, mais c'est exactement ça le problème. Quand j'ai fait la première guerre du Golfe, ce qui ne nous rajeunit pas, c'était déjà, paraît-il, la guerre pour le pétrole. Et puis on peut prendre plein de cas particuliers. Alors maintenant, sur le cas du Caucase et de l'Azerbaïdjan, le problème de la Russie, de la Turquie, de l'Iran, la Chine, je pense qu'il faut voir ça pas forcément uniquement du point de vue énergie. L'énergie n'est qu'une matière première qu'on instrumentalise en fonction des intérêts. Les intérêts aujourd'hui des États que je viens de citer, ce sont des États qui sont des États totalitaires. Même s'il y a des élections. Hein. Mais on voit bien comment elles se passent, ces élections. Hein. C'est un peu comme le Canada Dry, pour ceux qui connaissent. Hein. On croit que c'est de l'alcool, mais ça n'en est pas. Hein. C'est pareil pour ces soi-disant démocraties, ces soi-disant républiques, qui sont des régimes totalitaires et qui sont en guerre contre l'Occident. Malheureusement, l'Occident n'a pas de pétrole. À une époque, on avait des idées, même là, on n'en a plus. Hein. Donc, pétrole, un peu le gaz, on n'en a pas. Bon, bien sûr, il y a la Norvège, hein, mais c'est quand même très succinct. On est obligé d'importer. Et c'est un très bon moyen de pression par ces États totalitaires sur l'Occident, hors États-Unis, qui est maintenant premier producteur mondial, ne l'oublions pas, hein, grâce au pétrole de schiste, hein, et qui commence à exporter, y compris dans certains États du Golfe. C'est quand même intéressant. Hein, il l'a fait aux EAU, aux Émirats Arabes Unis il y a 2 ans. Donc, c'est un moyen de pression sur nous. Et les enjeux dont vous n'avez pas parlé, c'est Nord Stream, Turk Stream, vous avez parlé effectivement des gazoducs, mais nous sommes dans des situations où
l'Europe est dépendante à 40% du gaz russe. La Turquie est dépendante, alors de mémoire, je crois 70% du gaz russe. L'Azerbaïdjan dont on vient de parler est une zone d'influence ottomane, je ne dirais pas turque, ottomane, aujourd'hui turque certainement, parce que je crois qu'il y a une alliance. On est dans un jeu où, plus complexe, et on ne parlera pas de la Méditerranée orientale, peut-être un autre sujet encore, mais qui est lié. Nous sommes là sur le contrôle de la partie Eurasie de l'Est, des énergies fossiles dont nous avons besoin, et ceux qui s'en disputent le contrôle sont des États totalitaires qui sont en guerre, entre guillemets, contre l'Occident. Et après, on peut l'habiller de plein de raisons différentes. Pour moi, ce que j'ai écrit ce matin sur LinkedIn, c'est un peu ça. C'est que Erdogan a été un peu quand même contré, grâce au président Macron, à mon avis, en Méditerranée orientale. Et il reporte son action maintenant vers encore une autre zone d'influence, qui est l'Azerbaïdjan. Maintenant, je ne reviens pas sur les causes de la guerre. Ça va être un peu complexe, et puis je ne la connais pas trop. Je dis simplement qu'il y a quand même une guerre qui a eu lieu jusqu'en 1994, qu'elle a été gagnée par les Arméniens, qu'elle a reprise en 2016. Les Arméniens l'ont encore gagnée. Là, c'est contre une agression, entre guillemets, de reconquête des Azéris. Voilà. Donc voilà la situation. Maintenant, ça au niveau géostratégique, on fera encore des guerres peut-être pour le pétrole. On fera sans doute des guerres pour le gaz aussi. Ça fait partie des jeux de puissance. Mais je crois que l'Occident doit quand même se préoccuper de ses approvisionnements énergétiques et pas uniquement en faisant des communiqués. Alors, si vous me permettez, je vous en prie, oui, je suis un peu long. Je vais vous apporter quelques connaissances peut-être oui. de ce pays où je suis resté pendant 7 ans. À la chute de l'URSS en 91, l'Azerbaïdjan est très puissant en termes de gaz et de pétrole, était une menace pour la Russie, puisque proche, comme vous l'avez dit, des Turcs, turcophones, Turcs membres de l'OTAN, effectivement, l'Azerbaïdjan proche de la Russie, avec qui ils ont quand même de bonnes relations, risquait au bout d'un moment de mettre une base de l'OTAN. Mais il faut bien comprendre que ce pays est vraiment dans une situation très complexe, très très complexe. C'est un pays musulman laïque. Là-bas, un des symboles de la femme musulmane, c'est une femme qui arrache son voile. Donc, c'est quand même c'est une statue qui est en plein cœur de Bakou. Malgré le conflit des Azéris avec les Arméniens, l'église arménienne est toujours en place au centre de la ville de Bakou. Il y a une espèce d'incompréhension entre les peuples, et c'est en ça où je n'ai pas tout à fait la même grille de lecture que d'autres, parce que moi j'aspire à ce qu'il y ait la paix là-bas, pour des raisons humaines, tout simplement. Puisque c'est des deux peuples qui vivaient ensemble, quoi. Faut vraiment le rappeler. Et donc, aujourd'hui, c'est un pays avec plein d'influences, avec l'Iran qui est extrêmement puissant en dessous aussi. Il y a plus d'Azéris en Iran qu'il y a d'Azéris en Azerbaïdjan. Donc, tout est mélangé et c'est un pays avec une marge de manœuvre très faible. Ce qui a fait l'essor de l'Azerbaïdjan, je le répète, c'est le gaz et le pétrole, et c'est les frères Nobel qui ont inventé toutes les structures et Rothschild qui ont inventé toutes les structures pétrolières et gazières a posteriori en Azerbaïdjan. Donc, en général, moi, je ne regarde quasiment plus les conflits religieux, je regarde les tracés de pipeline et de gazoducs pour comprendre quelles sont les positions, quels sont les enjeux, puisqu'on voit bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, que la guerre d'Irak, c'était certainement pour le pétrole. Mediapart a expliqué qu'il y avait un certain théoricien du complot qui voyait des avions bombarder la foule en Libye, et puis en fin de compte, on a fait une guerre, je pense aussi, pour le pétrole. Bref, donc c'est pour ça que je voulais juste apporter ces petits détails-là. Je ne viens pas contrer les analyses, c'est juste que c'est une situation très très complexe là-bas, avec beaucoup d'humains qui souffrent, et quelle que soit la religion et le pays d'origine. Toujours est-il que donc, ces conflits-là, toujours pour des raisons essentiellement de pétrole, ce n'est pas intégralement, mais essentiellement de pétrole, ça va avoir des conséquences, parce que comme vous le dites, ça va avoir des conséquences chez nous, parce que nous, les Français, qui importons 98% de notre pétrole, ça fait 4,3 litres de pétrole par Français par jour de consommation, on n'est pas prêt à arrêter de partir en week-end.
Bon. Donc, il y a toujours les appétits aiguisés et il n'y a toujours pas de réforme. Il n'y a toujours pas de sensibilisation, de réforme sur nos territoires. Il n'y a toujours pas de sensibilisation, que ce soit pour les pandémies, que ce soit pour les problèmes climatiques et pour que ce soit les pics pétroliers. Parce qu'il peut y avoir le problème d'accès à l'énergie, mais il y a aussi le marché de l'énergie qui, lui aussi, peut vaciller. On l'a vu avec la Covid. La Covid a entraîné des déstabilisations des marchés. Pourquoi? Parce que le monde ne consommait plus de pétrole d'un seul coup. Alors que c'est du flux tendu. Le pétrole, ça remplit des cuves qui sont vidées. Au bout d'un moment, si la cuve n'est pas vidée, elle déborde. Et c'est pour ça qu'on a vu des majors du pétrole devoir payer pour qu'on récupère du pétrole qui est débordé des cuves. Donc, on n'est pas à l'abri de toutes ces questions-là. Et vous, donc, en tant que conseiller, maintenant, est-ce que vous axez aussi sur ces problématiques-là, cette instabilité du monde? Est-ce que vous axez donc vos conseils sur la prévention, l'anticipation? Qu'est-ce que fait votre association là aujourd'hui? Ah bah, c'est deux choses différentes, hein. Vous parlez de conseillers et d'associations. Ouais. Bon, l'association des VDPC, hein, pas du préfet, c'est une mesure de sécurité civile. C'est une association de sécurité civile. Hein, ça renforce les cellules de crise, donc ça n'a rien à voir avec notre sujet. Hein, donc, on est dans la conduite des opérations et le renfort des fonctionnaires en cas de crise. Voilà. Donc, on est dans une réserve. On est une réserve du préfet. Voilà. Donc, c'est une chose à part. Maintenant, au niveau local, au niveau des communes, bon, moi, je suis dans une commune qui a 5500 habitants. Il faut être réaliste. On n'aura jamais les capacités d'une grande ville. Et puis, il faut être raisonnable. Je ne voudrais pas rappeler l'exemple des Gilets jaunes qui ont quand même commencé à descendre dans la rue le jour où on a augmenté le carburant, ce qui me semble tout à fait normal qu'ils soient descendus dans la rue. L'écologie punitive, l'écologie dogmatique, on commence à avoir quelques exemples, ne doit pas oublier, vous parliez des gens tout à l'heure, dans le contexte, ne doit pas oublier les gens. Donc, on est dans des transitions qu'il faut organiser pour prévoir l'avenir, anticiper, le terme que vous avez utilisé il y a quelques instants, sans empêcher les gens de vivre et de vivre mieux. Donc, le vivre mieux peut aussi à l'issue de la transition. Donc, il faut être progressif. Alors, au niveau local, on voit bien, on a le débat sur les énergies douces, enfin les modes de locomotion doux, parce que moi, je suis dans la région parisienne, hein, donc c'est quoi, nous? C'est la voiture. Si on n'a pas la voiture, on ne peut pas aller travailler. Et si on a des transports en commun, ce qui est notre cas, il ne faut pas qu'ils soient en grève, il ne faut pas qu'ils soient en dysfonctionnement, il ne faut pas que les trains soient supprimés, il faut qu'il y en ait aux horaires où on va travailler, il faut qu'il y ait des bus quand on va travailler aussi, hein, et pas uniquement sur 3 heures le matin et 3 heures le soir. C'est aussi amener les gens là où il faut pour éviter en question de coût. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un train qui est à 10% plein? Faut-il pas mieux un quart? Ouais, c'est des vraies réflexions, parce qu'en fait, quand on parle de pétrole et de gaz, ça concerne quoi? Ça concerne les moyens de déplacement, ça concerne et la vie dans sa maison, le chauffage, l'électricité, hein, et puis bien sûr le fonctionnement des entreprises. Je ne sais pas ce que je peux oublier d'autre, mais globalement c'est ça. On ne va pas pouvoir du jour au lendemain passer au tout solaire, surtout qu'on n'est pas toujours bien dans les bonnes régions, au tout éolien. Et je reviens sur votre remarque sur le pétrole. On ne pourra pas s'en passer avant un certain nombre d'années. Il faut qu'il y ait une transition. Cette transition, pour moi, personnellement, c'est exploiter le pétrole tant qu'il y en a. Je n'ai pas d'état d'âme. Il faut arrêter de nous baratiner avec le pétrole, c'est sale, c'est CO2. Bah oui, mais on a besoin de vivre. Et comme on a besoin de vivre, eh ben on fait avec. Par contre, on essaie d'anticiper le changement. Voilà, hein. Ensuite, pétrole, donc j'étais sur le pétrole. Maintenant, sur les modes de fonctionnement, alors je sais qu'on sort d'une réunion hier soir, on avait une réunion publique sur justement le changement de tout ce qui est moyen d'accès à la ville de Paris, hein, avec un pôle gare, hein, donc, ce qui est toujours intéressant, des choses que j'ignore aussi un petit peu, hein, même si j'ai pratiqué le RER très longtemps, c'est quand même se poser la question comment finalement recentrer nos besoins sur la commune et non pas forcément, par exemple, aller travailler à Paris. Donc, l'Essonne est un département qui annonce pas mal d'emplois supplémentaires dans les années à venir. Donc, c'est finalement ramener l'emploi près de chez nous et non pas aller chercher l'emploi à Paris.
Ça fait partie des solutions qui, moi, hier soir, ça m'a bien plu. Quand j'ai entendu ça, ça me parlait. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est, et ça, on en parle beaucoup. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'en hiver, je mange du raisin du Pérou. J'ai du mal. Désolé. Je suis pas, j'aime bien le raisin. J'adore ça. Mais je dis quand même qu'on arrive à avoir du raisin parfois moins cher que celui qu'on a en France et qui vient du Pérou, me pose un problème quand même éthique. Je dis bien éthique. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans un avion, a priori, c'est pas dans un bateau, je pense pas, hein, parce que moi qu'il le fasse mûrir en cours de route, je ne sais pas si ça marche. C'est des choses qui me semblent anachroniques. Donc on revient aussi non seulement à l'emploi local, mais au développement local d'un certain nombre de productions sur lesquelles on a fait des impasses. Et vous parlez de mondialisation il y a une heure. Je suis désolé, moi j'ai lu un certain nombre de documents hier soir dans Politique étrangère, il faut le lire, le trimestriel de ce trimestre justement, sur la Covid et ses effets économiques. Et il est très clair que, j'ai un peu perdu le fil de mes idées, j'étais sur le… Mondialisation, le on raisin est qui dans vient la… du Pérou. Voilà, on est… Voilà. Ils ne parlaient pas du raisin, ils sont d'un autre niveau. Hein. Je reste un peu lambda, moi. Hein. C'était la démondialisation. Et c'est ce que nous a montré la Covid, mais pas uniquement la Covid. Hein. Ça n'a fait que montrer très clairement, alors que c'était déjà en cours, la démondialisation a tué les emplois chez nous. On a préféré finalement, je caricature, hein, supprimer le textile, diminuer l'agriculture pour laisser d'autres pays, dans le cas de l'OMC, faire ce type de production. En échange de quoi on leur vendait des Airbus ou des TGV. Hein, c'est une caricature. Mais en gros, c'est ça. Au lieu de se dire, et le mot souvent, et je travaille dessus d'ailleurs, il y a un mot qui est sorti dans ces articles, c'est la notion de souveraineté. La souveraineté n'est pas que régalienne, elle peut être aussi économique. Finalement, elle pourrait presque être écologique, ce n'est pas un mot qui est utilisé. Mais cette notion de souveraineté, c'est-à-dire qu'on est maître de notre destin, pas totalement, parce qu'on est quand même très interdépendant, ça a été voulu quand même par beaucoup de gens, hein, et d'entreprises. Vous avez parlé de lobby. Plus on est interdépendant, d'ailleurs, moins on se fait la guerre, théoriquement, parce que ça devient très cher. Et puis aussi, on devient, au niveau, dès qu'on quitte l'interdépendance nationale, on passe en interdépendance internationale, il y a d'autres acteurs qui rentrent en ligne de jeu et on n'est plus maître du tout. Donc, moi, revenir au local, hein, alors je ne suis pas écolo, hein, mais il y a quand même des discours que j'entends, que ce soit dans les emplois, dans les productions locales, relancer nos industries, notre économie. Et la Covid, finalement, nous a montré, j'ai beaucoup critiqué tout à l'heure l'administration, moi, j'ai quand même constaté quand même que le privé avait su faire face avec efficacité, avec volontarisme, avec esprit d'innovation, ce que l'administration n'était plus capable de faire, alors que c'était l'administration qui devait faire. Moi, tous les témoignages, si vous reprenez tous les médias, tous les articles, tous les journaux télévisés, quand vous voyez le nombre d'individus, ou même d'entreprises, hein, et d'entreprises bien entendu, qui ont été capables de s'adapter à la crise, de trouver de nouveaux produits, d'aider les gens aussi, parce qu'il y avait les deux. Il y avait pas uniquement, on n'était pas là uniquement pour gagner de l'argent, on était là aussi pour faire face. Et que finalement, le mot résilience, que je n'ai pas du tout utilisé, qui fait partie de la sécurité civile, qui fait partie de la notion de souveraineté, qui fait partie de ce qu'on vient d'évoquer vis-à-vis du pétrole, ils ont créé une nouvelle résilience, une résilience entre guillemets privée, parce que l'État français, avec ses 20% de fonctionnaires, n'était plus capable de faire face, alors qu'on crie sur le privé. Ah, bien sûr, moi je suis du public, hein, forcément, par formation, hein, mais quand même. Donc voilà ce que nous a appris la crise. Et donc au niveau local, moi, c'est des choses qui me parlent. Ça ne veut pas dire qu'on part tout faire local, ce n'est pas le but. Et puis, une commune de 5000 habitants, qu'est-ce qu'elle va apporter? Par contre, on est dans les agglos, un peu plus, peut-être encore un peu plus, mais il faut rester maître de notre destin. Et je crois, est-ce qu'on peut parler de souveraineté communale ou souveraineté de l'agglo? Finalement, ça me semble des termes qui pourraient parler. Et surtout que c'est une nouvelle fois une question de sécurité publique, voire plus. 20 ans d'enquête de Stéphane Linou, élu de l'Aude, qui a démontré qu'en cas de pandémie, justement, on risquait gros. Et on a risqué gros. On a risqué gros en mars et en mai de cette année, quand les transporteurs routiers ont menacé de débrayer. Et pourquoi on a risqué gros? Parce que s'ils ne transportaient plus les fameux raisins du Pérou, les fameuses supérettes et supermarchés se retrouvaient vides. Et quand on fait un état des lieux de la résilience alimentaire, quand les magasins sont vides, on s'aperçoit qu'on ne sait pas nourrir les populations.
Alors, Stéphane Linou a fait son travail, ça a été repris par le Sénat, par la sénatrice Françoise Laborde. En début de Covid, Christiane Lambert nous a alertés, elle aussi, présidente de la FNSEA, on ne peut pas dire qu'on a affaire à une collapsologue, hein, qui nous disait on n'a pas de stock alimentaire stratégique d'État, et on a encore eu de la chance. Effectivement, on a réussi tant bien que mal à passer la crise, merci les transporteurs routiers. Mais ça doit nous alerter sur le fait qu'il faut absolument retrouver de la souveraineté, ça ne veut pas dire casser les marchés internationaux, ce n'est pas l'idée, c'est au moins d'avoir des routes de secours, parce que le marché international ne vend rien à des gens qui sont morts de faim, encore une fois que ça reprend. Hein. Donc il faut absolument avoir cette route de secours locale qui, de fait, entraîne l'écologie, et pour entraîner cette écologie, il faut de la pédagogie. La pédagogie, sur quoi? Sur ce que vous faites et ce que nous faisons aussi à SOS Mer, c'est-à-dire la sensibilisation des populations dans le cadre de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile sur les crises et les vulnérabilités que nous avons aujourd'hui. Oui, enfin, je vais quand même réagir. Hein. Allez-y, c'est le but. Sensibiliser, oui, d'accord. Je fais si je veux bien. La pédagogie, c'est ce qu'a fait le gouvernement pour éviter d'avoir des gens dans la rue depuis 6 mois. Toutes les mesures ont été surtout pas de contrainte. Moi, quand j'entends, on rapporte des témoignages de policiers aussi qui disent « moi, je ne punis pas parce que je ne mets pas de sanction pour quelqu'un qui ne porte pas le masque. C'est pas mon travail. » Quand on me dit des trucs pareils, je dis qu'il y a quand même un problème. C'est bien de sensibiliser, c'est bien de faire de la pédagogie, c'est bien de dire « vilain petit garçon, attention, hein, prends soin de toi ». Et il y a un moment, il faut être capable d'appliquer une contrainte et faire preuve d'autorité. Aujourd'hui, le mot résilience ne va pas sans autorité. La résilience, oui, on peut être formé, préparé à, mais nous avons tous des intérêts particuliers. Il suffit d'aller dans l'RER de temps en temps pour le voir, hein, et pas uniquement, ou sur la route, tout bêtement. Hein. Voilà, nous avons nos intérêts particuliers. Il y a un moment, et on revient à un discours politique. Si l'État n'est pas capable de faire appliquer les décisions qu'il a prises, alors je parle de l'État et du gouvernement qui a été élu pour ça, il y a un problème. Or, la seule réponse qu'on a aujourd'hui, c'est pédagogie, sensibilisation. Ben, il y a un moment, la pédagogie, elle s'arrête. Maintenant, on vous a expliqué une fois, 2 fois, c'est comme pour les enfants. Et la 3e fois, tu vas au coin, si tu n'as pas compris. Mais ce n'est pas bien ça non plus ce que je viens de dire. On n'en va pas au coin. Ce n'est pas bien, c'est stigmatisant. Mais il faut faire preuve aussi d'autorité, parce qu'autrement, on tourne en rond. Et le mauvais exemple des gens qui n'appliquent pas les règles que 95% des autres gens appliquent, ça pose un problème aussi de perception. Moi, quand je vois quelqu'un qui ne porte pas le masque et que des policiers passent à côté et qui ne disent rien, et que moi je le porte et je m'en kikine toute la journée, j'ai un problème. Et c'est valable pour plein d'autres exemples à tous les niveaux, il n'y a pas que le masque. Hein. Donc, je suis un peu pour la tolérance zéro quand même, hein, après la pédagogie. Hein. Une fois qu'on a expliqué les choses, on fait appliquer. Or, nous avons une société qui n'accepte pas ça. Elle se réfugie derrière sensibilisation, pédagogie. Eh bien, une société ne peut pas fonctionner longtemps comme ça, et la crise, elle sera là maintenant. Vous avez vu, les Gilets jaunes ont été parfaitement symboliques de tout cela. Les Gilets jaunes nous ont montré quand même que des gens non organisés, un jour, pourraient faire une jacquerie. Et qu'en plus, des gens instrumentalisaient cette jacquerie pour casser. Et puis finalement, on se rend compte qu'on en est toujours là. Parce que, bon, il y a moins de Gilets jaunes. Il y en a qui y croient encore et qui, encore, il y a 15 jours, 3 semaines, voulaient aller sur les Champs-Élysées. Vous voyez, donc, il y a un moment, il faut que l'autorité de l'État s'applique si vous voulez faire face aux menaces, aux risques, donc aux dangers. Et c'est pour le bien de tous. Et ce n'est pas les 2, 3, 5, peut-être 10% de gens qui ne veulent pas obéir. Ça va faire mal. J'ai dit le mot obéir, ce n'est pas bien. Hein, mais je le revendique. Mais ces 10%, je dirais, de gens qui ne veulent pas s'adapter sont le mauvais exemple pour les 90% autres. Et au bout d'un moment, ces 90% autres, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, j'applique et on ne leur dit rien. Pourquoi j'appliquerais? Pourquoi moi? Et puis après tout, ça prouve que ces gens-là qu'on a élus ou ces administrateurs qu'on a mis en place pour faire appliquer les lois et autres ne font pas leur job. Donc je ne les crois plus. Je reviens à ma notion de crédibilité, je reviens à ma notion de confiance et cette mauvaise perception, parce que c'est les mauvais exemples. Pourquoi? Ce n'est pas les bons. Les bons exemples, c'est normal. Les mauvais, c'est ceux qu'on retient. Et on est sur des minorités agissantes sur le système de notre fonctionnement et qui font qu'on doute de nos élus, on doute de notre administration et finalement on doute de notre société
et de sa capacité à faire face à tout ce qui arrive, car ça va aller de pire en pire. Vous l'avez dit vous-même, la croissance. Ben, on est dans un monde fini, ça y est, on l'a bien compris. Ben, le monde fini, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir imposer des choses. Et vous avez un sujet que vous n'avez pas du tout abordé, mais parce qu'il n'est pas tout à fait dans nos scopes d'aujourd'hui. Prenez le cas de l'immigration. L'immigration illégale. Avec des changements climatiques, par exemple dans le Sahel, où nous sommes déployés avec nos soldats. Qu'est-ce qu'on va faire quand on en aura quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, et qui vont venir en Europe parce qu'ils savent qu'ils sont un peu plus protégés que dans une zone désertique qu'ils ne peuvent plus manger ni boire. Dans 20 ou 30 ans, on fera quoi? Quelles sont les décisions qu'on prendra si on ne les a pas prises avant? Et on va avoir des confrontations éthiques quand même, je pense, des débats de société. Et notre résilience en prendra un coup. Voilà, je fais un peu de prospective. Hein. Oui, Et puis, oui. Et vous avez employé le mot autorité, mais l'autorité ne peut se faire qu'avec de la crédibilité. Voilà. Oui. C'est-à-dire Et de la confiance. Voilà, la confiance. Aujourd'hui, alors moi, c'est un métier que j'ai connu, policier, hein, je l'ai été pendant 15 ans. Obéir, c'est important, mais obéir à la loi, parce que les lois sont quand même assez bien mesurées. Et il est plus important il est obligatoire d'obéir à la loi et pas forcé d'obéir au chef. Ça, je vais vous choquer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les effectifs de police, alors qu'aujourd'hui, on a des vrais problèmes de délinquance, d'insécurité, de manquement à tout un tas d'obligations morales, les policiers qui sont mobilisés en masse sur du contraventionnel, quand au même moment, il y a des crimes et des délits qui se font, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Et aujourd'hui, le devoir de réserve est quand même un sacré bâillon chez les forces de l'ordre parce qu'il oblige à marcher contre ses valeurs. Et un fonctionnaire de police, je ne peux pas trop parler des gendarmes, même si j'ai beaucoup d'affect pour eux, c'est à peu près pareil, je pense. On est obligé de marcher à côté de ses valeurs parce qu'on rentre en général dans ces corps constitués pour servir l'intérêt général. D'accord ? Et à partir du moment où on voit qu'on est obligé de désobéir à la loi pour aller se focaliser sur le truc du moment, c'est-à-dire le port du masque, mais même ça, on ne sait plus où on en est. Parce que, par exemple, la cigarette, c'est 73 000 morts, c'est 2 fois plus que le Covid. On a le droit de porter le masque debout, s'arrêter, enfin même s'arrêter, continuer à marcher, retirer le masque, cloper, un truc qui tue plus que le Covid, remettre, mais ça ne fait plus sens. Donc, la pédagogie vient après qu'on ait assez d'autorité, donc assez de crédibilité. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir vraiment faire un état des lieux de cette crédibilité, de cette autorité, pour que les fonctionnaires soient d'accord de police, soient d'accord de faire tant pour les masques que pour ce qui est leur priorité au regard de l'article 73 du Code de procédure pénale, les crimes et les délits. Hein, on voit des images de mecs qui sortent avec des kalachnikovs en train de tirer à Valenton. Ah non, non, vous ne pouvez pas y aller parce que la priorité, c'est de fermer le petit commerce qui n'a pas respecté. Ça crée des crispations. Il va falloir là, vous soulevez un autre problème. On ne va pas en débattre sur la police, j'ai aussi ma petite idée sur la question. Mais néanmoins, il me semble bien que les masques ont fait l'objet de textes, moins d'arrêtés. Donc, il me semble quand même que le policier doit appliquer. Hein, moi, le devoir de réserve, je le connais assez bien parce que dans ma carrière, j'étais sanctionné plusieurs fois pour un manque supposé. Enfin, on a essayé de me sanctionner, nuance, parce que je connaissais bien les textes, sur le devoir de réserve. Donc, je le connais assez bien. Surtout que dans les armées, on ne parle pas de devoir de réserve aujourd'hui. On parle plutôt d'un devoir de discrétion avec la réserve que ça impose. Mais on a un peu tourné le truc. Hein, mais on est très libre dans nos paroles, hein, parce que justement, si on ne peut pas parler directement à son chef en disant ce qu'on pense, on perd des soldats. Donc, on ne peut parler que librement et après, on obéit aux ordres, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Et le mot obéissant, c'est quand même essentiel. Maintenant, vous me dites, en gros, parce que nous, on applique la loi aussi, la loi intérieure, la loi internationale, dès lors que je vois mal comment un chef ne peut pas appliquer la loi dans l'administration, et s'il ne le fait pas, je crois que vous avez des syndicats, ce que nous n'avons pas.
euh, et qui peuvent faire remonter l'information. Donc c'est là, je me pose peut-être une question sur le rôle des syndicats par rapport à tout cela, mais je ne vais pas rentrer dans votre salle. Merci de poser cette question. Parce que bon, j'ai un frère qui a été commandant de police, donc bon, j'ai vu un peu de l'extérieur, puis je travaille avec des policiers, donc je Non, vois un mais petit rien peu. n'est simple. Voilà. Rien n'est Non, simple. mais rien n'est ça. Il y a qu'à Faucon, il aurait fallu qu'à, vous savez, je le disais tout à l'heure, Mm. c'est tellement facile. Hein. Bon, restons à notre sujet sur la Mhm. commune. Donc moi, je dirais que, et un mot qu'on n'a pas trop développé, c'est le mot planifié. Pour moi, je crois, on a parlé de résilience. Tout élu, enfin, je parle du maire et de son équipe, doit préparer la crise, quelle qu'elle soit. Voilà. Et aujourd'hui, ça devient un impératif parce que les crises, il y en aura de plus en plus. On ne sait même pas à quoi elles vont ressembler, mais il y en aura. Hein. Et vous avez parlé, on parlait un peu sur les, je dirais, sur indirectement l'écologie, le carburant, le pétrole dans une commune. Hein. Moi, je dirais que quand c'est possible, développer le courant, enfin les solutions alternatives, pourquoi pas. Mais quand vous regardez tous les articles qui sont peut-être de la désinformation, euh, l'éolienne, quand même, on fait venir nos éoliennes de l'étranger, en Mhm. partie. La production n'est pas régulière. Le solaire, c'est pas partout. Et on revient toujours à la centrale nucléaire. Moi, je suis très pro-nucléaire, je suis désolé. Moi, tant qu'on applique bien les mesures de sécurité, vous savez, il y a toujours un risque, hein, mais j'ai assez confiance dans notre système et qui montre quand même que nous, c'est décarboné. Et alors que maintenant, il y avait un article il y a 4-5 jours dans Le Monde qui disait en gros que maintenant, on allait peut-être avoir des problèmes pour un approvisionnement d'électricité et qu'on va être obligé de l'acheter dans l'Europe. Hein. Donc, il y a un petit problème quand même. Et qu'on a un certain nombre de centrales qui vont rentrer en révision, là, dans les mois qui viennent, qui vont nous poser un problème d'approvisionnement d'électricité. Et donc, on va faire comme un pays du tiers-monde. On va se retrouver avec une électricité contingentée, hein, en allant à l'extrême. Donc, c'est des sortes de questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Finalement, il y a une question, je ne pense pas qu'elle soit crédible, mais on peut se la poser. Dans quelle mesure une commune peut être autonome? Je ne vais pas dire indépendante, autonome. Autonome. Voilà. Donc, il y a bien voir là où. Et moi, mon premier critère, c'est la survie, en termes un peu forts, hein, mais la survie. Qu'est-ce que je dois faire au niveau de ma commune pour en cas de crise majeure, et on peut la définir hein, en termes de temps, je suis capable d'assurer le bien-être et la sécurité de mes administrés. Je dirais qu'aujourd'hui, compte tenu des réactions nationales, départementales, on peut dire, voilà, moi, ma commune devrait être capable de faire face, en fonction de la population, bien entendu, et il faut mettre des critères hein, derrière, hein, mais brutalement, je dirais, moi, ma commune doit être capable de faire face à une crise, quelle qu'elle soit, dans tel et tel domaine, enfin, dans tel ou tel domaine, sur 48 à 72, 96 heures. Et en fonction de ça, je dis, ben voilà, je vais prendre les mesures qui vont bien, avec mon plan de sauvegarde, par exemple, où je sors où sont mes moyens, je sais où sont mes médecins, je sais qui peut m'aider, quels sont les bénévoles. Voilà. Et c'est en plus un facteur de lien social. C'est ce Tout que à j'avais fait. proposé à un certain nombre d'endroits. C'est que quand on parle, justement, je parle d'immigration tout à l'heure, il y a un certain nombre de personnes d'origine étrangère qui finalement s'intégreraient très bien dans ce genre de système, puisqu'elles auront rendu service à la collectivité en cas de crise. Les autres l'auraient vu, Ah, je ne vous entends plus. Alors, je ne sais pas si ça a déconnecté du côté de M. Chauvency. En tout cas, je n'ai plus le lien. Petit problème technique, je suis désolé.
Je vais lui envoyer un message. Ah, ça y est, vous êtes de retour. Mais c'est moi, hein. Oui, oui, bah. C'est pas vous, hein. C'est simplement que la fracture numérique dont je parlais fait qu'à 40 km de Paris, je ne suis pas capable d'avoir une liaison 24 heures sur 24 par Internet. Je tiens à le dire, j'en profite, hein. Bon, il m'est pas que la fibre arrive, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais peu importe. Et je continue ce que je disais Oui. sur cette L'immigration qui pourrait l'immigration. être… Enfin, je parlais plutôt des personnes d'origine étrangère dans les communes, pas la sécurité civile et le service de la commune. Dans le cas des plans de sauvegarde, par exemple, pour dire voilà, bah, tiens, je fais appel aux compétences, ces personnes pourraient d'abord montrer leur intégration, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas de raison qu'elles ne s'intègrent pas. Hein. Elles participent à la vie de la commune dans les cas graves et pas uniquement dans les cas intéressants ou intéressés, ce qu'on leur reproche toujours. Premier temps, voilà, on leur donne l'opportunité de dire bah, voilà, vous avez des compétences, on a besoin de vous. Hein. Et en même temps, le lambda, le citoyen lambda de la commune, on voit bien que ces personnes font quelque chose. Et quand on parle de lien social, il est là. C'est-à-dire que le lien social, c'est pas vivre les uns à côté des autres. Moi, vivre ensemble, ça va, quoi. Hein, c'est pas vivre ensemble. On s'engage ensemble. Et quand on s'engage ensemble, c'est effectivement, en ce cas-là bien précis, l'avenir de la commune. La commune est en crise, je rends service, je peux rendre service, on sait que je rends service, je fais partie de la commune. Et là, vous avez quelque chose de bien. Eh bien, écoutez, merci. On va terminer sur ces propos très encourageants. Ça va faire plaisir comment elle s'appelle? Je suis désolé. Elle vient de sortir Les carnets de solidarité, son livre. Montfort, c'est son nom de famille. Je suis désolé, je ne retrouve plus son prénom. J'ai un trou de mémoire à l'instant. Mais en tout cas, merci beaucoup, Général Jouvency, de nous avoir accordé ce temps. Et puis, bah, écoutez, au plaisir de vous réinterviewer. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Oh ben, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est intéressant toujours de discuter sur cette question-là. Mais, je ne suis pas un donneur de leçons, hein, loin de là. Je vous ai fait part simplement de mes réflexions suite à vos questions. Bon, peut-être qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des gens qui servent l'État, que la notion de service, ça a du sens, peut-être en référence à votre passé de policier. Mais je crains que malheureusement, avec l'âge, parfois, c'est des choses qui s'estompent, avec des carrières un petit peu bien trop calibrées, qui fait qu'on oublie après, pour un certain nombre de serviteurs de l'État qui sont des serviteurs de l'État. Et je relis ça un petit peu à la notion de service public. Moi, le mot service public, c'est service du public. Ça veut dire les administrés qui payent des impôts. Et ça veut dire que la notion de service de l'État aujourd'hui, au service des autres, doit être valorisée, non pas dans les moyens, mais dans ce que ça signifie. Et que je pense que ce que nous a montré la Covid, c'est que le service de l'État n'était pas bien fait aujourd'hui. Je me tirerai des cas, hein, il y a des gens qui l'ont très bien fait. Mais on parlait toujours des gens mauvais, donc on parlait des gens mauvais. Et il y en a eu un peu trop, à mon avis. J'espère que ce n'était qu'une minorité, je le souhaite. Mais néanmoins, le service de l'État implique des gens qui soient formés, convaincus de ce qu'ils font. On n'a pas beaucoup parlé de conviction depuis tout à l'heure. Convaincus, qui servent les autres. Pas uniquement en parole, mais dans l'action. Et là, je crois que l'État français aujourd'hui est en danger, car cette notion de service des autres, dans l'action, par la prise de risque aussi, parce que j'ai eu le sentiment que beaucoup de gens ne voulaient pas prendre de risques, qu'ils soient des risques intellectuels, des risques physiques aussi, en disant « c'est pas moi de le faire », et on le voit un peu tous les jours. Et là, il y a une vraie réforme, et il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas d'amélioration économique, il n'y aura pas de vivre pour s'engager ou s'engager ensemble s'il n'y a pas cette refonte d'un État fort qui était fort, qui ne l'est plus, par ses personnels, qui ont peut-être oublié à quoi ils servaient, parce qu'ils avaient un traitement jusqu'à assez vieux, avec quand même pas mal d'accommodements. Et je crois qu'à un moment, il faut remettre en cause ce genre de situation. Ça ne va pas être facile. En gros, c'est remettre en cause une certaine forme de la fonction publique et rappeler un certain nombre de choses élémentaires. Et ce n'est pas gentil ce que je viens de dire, mais je le dis quand même. Il faut dire les choses. Alors, je m'excuse, je vous prie de m'excuser, Julien plutôt, Julien Montfort, qui donc vient de sortir son livre Carnet de solidarité. Je vous invite vraiment à prendre connaissance de son travail pour essayer de déminer les a priori. Restez quand même vigilants. C'est pas si simple d'accueillir justement des personnes dont on ne sait pas grand-chose. C'est son cas. Et effectivement, votre
votre invitation à l'engagement. Je pense que ça va être un parfait vecteur d'intégration dans les années à venir. Merci, Général Chourancy. Allez, au revoir. Au revoir.